Ouais, je vais m'ajuster. Merci. Généralement, je suis debout, mais là, je suis dedans, mais c'est bien, j'ai la caméra. Ok. Bon, après cette entrée en matière, oui, à l'université, on a des longs titres. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être ici. Alors moi, je suis pas atteint, j'ai pas eu de cancer, j'ai eu plusieurs maladies chroniques, je voulais expliquer, mais par contre, je suis suivi par un hématologue, parce que ma première maladie chronique, c'est que je suis un hémophile sévère, donc les hématologues suivent tout un large spectre de patients, et ils suivent aussi les patients pour des problématiques de coagulation sanguine, ce qui est le cas des hémophiles. Donc la première raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que je suis un vieux patient. Donc l'hémophilie, c'est une maladie génétique qui est diagnostiquée à la naissance. Donc j'ai 45 ans. Donc dans les années 70, c'était considéré comme une maladie assez grave. Et c'est une maladie où finalement j'ai passé énormément de temps à l'hôpital. En fait, c'était une série de va-et-vient entre la maison et l'hôpital. Donc un hémophile, c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes d'hémorragie, de segments internes. Donc dès 6 mois, en fait, je tombais, je me cognais, on se retrouvait à l'hôpital. Denis connaît bien, parce qu'il a travaillé à la société qui est l'hémophilie ici à Montréal. Donc, dans ce milieu de l'hémophilie, dans les années 70, ce qui était intéressant, ça a été un modèle clinique qui m'a beaucoup inspiré, parce que c'était un modèle où c'était un des premiers modèles où on a essayé d'habiliter les patients et leurs familles à prendre soin d'eux-mêmes, à aller chercher un maximum d'autonomie, malgré les déterminants de la maladie, et malgré le fait que la maladie obligeait souvent à être hospitalisé, etc. Donc, moi, à 6 ans, on m'a appris à me perfuser moi-même, donc je savais m'auto-perfuser, m'auto-diagnostiquer relativement bien aussi. En tout cas, au moins savoir s'il fallait que j'aille, si j'étais en problème ou si c'était maîtrisable. Puis si c'était maîtrisable, comment je le maîtrisais. Puis j'avais mes parents, j'avais mes grands-parents, tout le monde avait suivi de la formation sur une base régulière. On était aussi dans un contexte de soins assez démocratique, avec beaucoup de discussions entre les professionnels et les patients et les parents autour des décisions, des choix de traitement. Particulièrement parce qu'il n'y avait pas vraiment de traitement idéal. Alors c'est sûr que le problème dans les choix de traitement, c'est quand les médecins ont la certitude qu'ils ont le bon traitement, c'est là où ils mettent le plus de pression, mais quand ils ont des doutes, ça laisse de l'espace à la discussion et à la négociation. Alors c'était ça l'hémophilie dans les années 70. Beaucoup de proximité entre les associations de patients aussi et les milieux de soins. Alors moi j'ai été élevé dans ce modèle d'un patient qu'on préparait à être autonome, à avoir une vie relativement normale malgré ce qu'il vivait. Et donc j'ai été inspiré beaucoup de ça dans ce que j'ai pu faire par la suite dans les milieux de soins. Malheureusement, beaucoup des hémophiles, donc on est des gros utilisateurs de produits sanguins, donc un hémophile qui a une hémorragie, il faut lui donner du sang. Et dans les années 80, une grande majorité des hémophiles au Québec et dans la plupart des pays occidentaux ont été contaminés par le VIH et l'hépatite C, donc c'est les deux cadeaux que j'ai reçus à l'adolescence. Et donc là, ça a été une nouvelle expérience de soins, quelque chose à recommencer. J'étais un expert de l'hémophilie à 13-14 ans, mais il a fallu à ce moment-là que je réapprenne à vivre avec une autre maladie. Et le VIH dans les 83, 84, 85, c'était pas forcément une maladie intéressante à avoir. D'une part parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas de solution, et aussi bien entendu parce qu'on vivait énormément d'ostracisation. C'est sûr que nous, les hémophiles, on a été considérés comme des victimes, entre guillemets, donc on avait un statut un peu privilégié, mais ça n'a pas empêché les stigmates et la remise en question d'un modèle de soins finalement qu'on a constaté qu'on avait quand même quelques enjeux en termes d'intégration sociale, de relations, etc. Parce que ça n'a pas été facile avec nos professionnels de soins à ce moment-là. Et une des raisons pour lesquelles, c'est ça qui est intéressant dans le sida, c'est qu'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas été facile, au moins jusqu'au milieu des années 90, c'est parce qu'il n'y avait pas de solution de traitement. Et donc il y avait du côté des professionnels de santé une grande frustration par rapport à une incapacité à proposer quelque chose aux patients. Et on le voit aussi, parce qu'on forme beaucoup nos médecins, je vais revenir là-dessus tout à l'heure sur ce qu'on fait à la faculté de médecine, mais on forme beaucoup nos médecins, nos professionnels de la santé à soigner, c'est-à-dire à guérir. Alors quand ils se retrouvent dans des contextes où ils ne sont pas capables de guérir, c'est un peu frustrant. Et dans les années 80-90, au niveau du VIH, c'est un peu la situation qu'on a vécue. Alors certains médecins l'ont très bien intégré et ont accompagné leurs patients, puis d'autres ça a été un peu plus difficile. Le bon exemple, c'est la clinique Lactuelle ici à Montréal. Je ne sais pas si vous connaissez la clinique Lactuelle. Le docteur Régent Thomas, qu'on voit souvent à la télé.
mais qui a été une personne intégrée dans sa communauté, puis qui a été capable de véritablement accompagner beaucoup de ses patients, que ce soit dans la vie ou dans la mort. Donc, et moi j'avais 19-20 ans à ce moment-là, je finissais mes études, et je suis devenu un peu un activiste SIDA. En fait, j'étais un des rares hémophiles à m'impliquer dans le mouvement SIDA, gay et toxico et compagnie. J'étais l'hétérosexuel de service à ce moment-là. Ça a été une super expérience. Je venais d'une famille un peu conservatrice et vraiment plonger dans ce milieu-là, ça a été génial. Ça m'a permis d'ouvrir un peu mes oreilles, mes yeux, puis de regarder un peu c'était quoi la vie. Alors, mais ça a été des moments difficiles, mais ce qu'on a beaucoup appris dans le SIDA, c'est la formation par les pairs. Des grandes leçons, par exemple ce qu'on appelle le self-management, je ne sais pas si vous connaissez le self-management, donc tout ce qui est l'autogestion, l'auto-soin, est né dans les mouvements SIDA. La conceptualisation du self-management est née à l'université de Stanford dans les années 90 par une professeure en sciences infirmières qui s'appelle Kate Loring et qui était atteinte du VIH. Qui a commencé à regarder comment les communautés VIH, donc qui avaient peu de soutien de leur milieu de soins, mais qui s'entraidaient énormément. On échangeait nos expériences entre nous pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et puis les bons coups des uns resservaient aux bons coups des autres. Et puis on a même des associations qui ont mis ça dans des bases de données pour qu'on puisse retracer notamment les effets secondaires des médicaments qui à l'époque n'étaient pas du tout notés dans les dossiers médicaux. On partait du principe que si on avait des médicaments, c'est ça qui allait nous sauver, donc il fallait mieux qu'on se taise. Et de toute façon, si on avait des effets secondaires, ça faisait partie de la vie, puis il ne fallait pas qu'on se plaigne. Donc c'était grosso modo, donc c'était même pas marqué dans les dossiers médicaux. On a fait beaucoup de progrès là-dessus aujourd'hui. Donc bref, beaucoup d'entraide dans le milieu SIDA, toute la notion du self-management, gros questionnement aussi sur l'intégration sociale des malades, bien entendu, parce que des populations marginalisées, contaminées, donc avec des problématiques de santé qui ne sont pas forcément bien reçues dans les milieux hospitaliers, dans les milieux de soins. Alors ça a été une période assez difficile, mais avec énormément de leçons à apprendre de ces expériences-là. En tout cas, moi, ça a été très formateur pour moi. Et puis, moi, je me suis beaucoup intéressé à la formation par les pairs. Je me suis rendu compte que finalement, quoi de mieux pour former un médecin qu'un médecin, quoi de mieux pour une infirmière, pour former une infirmière qu'une infirmière, quoi de mieux qu'un patient pour former un patient. Alors, maintenant, on a démontré ça, on sait que quand encore, des fois, dans les milieux de soins, on nous dit « Ah oui, mais les patients, c'est dur, ils ne comprennent pas toujours l'information qu'on leur donne. » C'est pas compliqué, faites en sorte que cette information soit donnée par des patients qui ont vécu la même problématique de soins, puis vous allez voir, ça va se passer très bien, puis ça va se passer beaucoup plus vite et ça va être beaucoup plus efficace. Donc c'est toute l'aide par les pairs aussi qui se développe beaucoup en cancer aussi aujourd'hui, j'y reviendrai. Donc ça c'est période SIDA, années 90. J'ai fait beaucoup de prévention SIDA aussi, j'avais 25-26 ans, donc j'étais contaminé, ça ne se voyait pas sur mon visage, donc j'ai écumé les écoles de la rive sud et de Montréal en prévention SIDA, parce que j'étais le bon candidat. C'était relativement facile pour moi d'arriver à donner un message assez constructif aux jeunes de secondaire 4, secondaire 5. C'est là où j'ai vu aussi la détresse de notre jeunesse dans nos écoles. Et puis j'ai fait ma carrière de consultant management. À un moment, j'ai arrêté pendant un petit bout. Je me suis concentré sur moi, puis sur mes objectifs de carrière. Et puis, en 2010, le cabinet de conseil dont tu parlais tout à l'heure avait été vendu, enfin on l'a vendu, donc j'avais du temps devant moi. Et j'ai eu la chance d'avoir le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, qui s'appelle Jean Rouleau. Et je cite son nom, c'est un grand visionnaire, d'après moi, vraiment un leader incroyable dans le milieu de la santé. Donc, a décidé de lancer une initiative patient partenaire. C'est lui qui a décidé d'inviter un patient à l'intérieur d'une faculté de médecine pour assurer la perspective patient à l'intérieur d'une faculté de médecine. C'est la première fois dans le monde que ça se faisait. Puis d'abord, depuis 5 ans, ça ne s'est pas reproduit ailleurs. Ça vous montre le conservatisme des facultés de médecine, parce que le modèle qu'on a développé a été publié, mais ça reste quand même des milieux assez difficiles à intégrer. Et donc on est assez chanceux d'avoir pu le faire à Montréal et puis de pouvoir continuer à le faire. Donc il m'invite en 2010, puis il me dit voilà, il faut que tu assures la perspective patient à l'intérieur de la faculté de médecine. Bon,
partie de ça. Heureusement, il s'appelait William Brock, que certains connaissent, qui était membre qui est un nouveau une personne assez impliquée dans la communauté, dans votre communauté, qui était sur le conseil aussi le conseil du doyen, puis avec qui on a commencé à regarder qu'est-ce que ça voulait dire, comment on allait faire ça, etc. Et puis finalement, on a commencé à inviter d'autres patients. Alors on a été une dizaine, une douzaine, puis aujourd'hui, je regarde Michel, on est à peu près à presque 200 patients impliqués à différents niveaux dans l'enseignement de nos professionnels de la santé, pas seulement des médecins, mais des étudiants en sciences de la santé en général. Alors, je vais revenir aussi là-dessus. Donc on a fait beaucoup de chemin. On est assez fiers de tout ça. Mais en fait, c'était l'origine, le patient partenaire. Pourquoi on en parle autant aujourd'hui? C'est pas juste parce qu'il y a un doyen qui s'est élevé un jour en disant qu'il fallait qu'il invite un patient dans sa faculté. C'est parce qu'on est dans une situation populationnelle assez critique. Comme vous le savez, il y a à peu près 50% de la population dans les pays occidentaux qui sont atteints d'au moins une maladie chronique. Le futur recensement va sortir un chiffre proche de 60%.